On se retrouve pour une capsule avec Dr Zoé sur ce qui s'est passé au sein de la France insoumise et du Nouveau Front populaire avec Hugo Prévost ou Prévost, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un député qui a été élu sous la bannière du Nouveau Front populaire, notamment dans une circonscription qui était donnée à la France insoumise, donc c'était la France insoumise qui l'avait mis là, et qui se retrouve dans une histoire de violence sexiste et sexuelle, et qui a finalement été viré, entre guillemets, du groupe NFP-LFI. Donc, on va voir un peu tout ça avec Dr Zoé pour essayer de savoir le vrai du faux, parce que c'est pas une histoire si facile, c'est une histoire qui est assez longue, et notamment on va essayer d'analyser les réactions de la France insoumise qui diffèrent un peu d'autres réactions par rapport, par exemple, à l'affaire Quatennens, où il y avait eu des réactions qui étaient beaucoup plus longues, alors que là, on a à peine eu le temps d'en parler. D'ailleurs, je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent même pas cette histoire, que Hugo Prévost a déjà été viré du groupe NFP France Insoumise. Donc, est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est pas un plus? On va parler de tout ça. On accueille donc Dr Zoé. Dr Zoé, comment ça va? Salut tout le monde, ça va? Écoutez, on va parler de cette histoire de harcèlement, peut-être violence sexiste et sexuelle, etc. On va vous détailler tout ça. Et ça va être intéressant parce qu'encore une fois, nous, quand on parle de ces histoires-là, que ce soit Quatennens, que ce soit d'autres affaires qui peuvent toucher des personnalités politiques, militantes, etc., ce qui est intéressant, c'est pas tellement de parler de l'acte individuel, mais c'est de parler du côté systémique du truc et de comment on le gère. Et donc cette affaire, elle va nous permettre de réfléchir un peu là-dessus, et j'espère que ça va vous intéresser et que ça va faire réfléchir du monde aussi avec nous. Voilà. Super, super. Donc, on va suivre un peu, moi, ce que tu m'as mis. Tu m'as donné des liens qu'on va suivre. Donc, on va passer dans l'onglet avec les différents liens. Est-ce que toi, tu peux introduire un petit peu cette histoire? Ouais, alors, donc Hugo Prévost, c'est un député du Nouveau Front populaire qui est raccroché au groupe de la France insoumise. C'est un très jeune député, il a 24 ans. Il a été élu en Isère. Et particularité, il a sorti Véran. Il a sorti Olivier Véran, donc Olivier Véran, macroniste, ancien ministre de la Santé, notamment pendant le Covid. Enfin voilà, je pense que vous voyez qui est Olivier Véran, qui ensuite a voulu c'était un médecin neurologue à la base qui a voulu se reconvertir en médecine esthétique parce que c'est vraiment dans une période de désertification médicale là où on a besoin de lui. Et finalement, là, il va aller faire du consulting privé. Voilà. Vous regarderez la vidéo de Paduring et Chris de Position Revue sur le consulting et sur pourquoi ça existe et comment Olivier Véran fait pour être un agent du capitalisme là-dedans. Bref, donc c'était quand même une candidature importante, notamment parce qu'il a sorti Véran. Et en fait, là, est sorti quelque chose, a priori, donc fin septembre, des accusations qui viennent de son ancienne organisation, qui viennent de l'Union étudiante, qui rapporte que quand Hugo Prévost était alors je ne sais plus s'il était tête du mouvement, en tout cas c'était un des cadres les plus hauts du mouvement de l'Union étudiante, et il vient du syndicalisme étudiant, comme beaucoup de politiques de gauche en réalité, hein. C'est un parcours assez classique pour faire une carrière politique à gauche. Comme Boyard, comme Et donc, Aubry? ouais, comme Voyard, comme Aubry, comme Julien Bayou aussi, hein, vient du syndicalisme étudiant aussi, vient de l'UNEF, il me semble, Bayou. Qui est chez les Verts maintenant, alors qu'il y a aussi des sauces un peu particulières, mais c'est encore autre chose. Et donc, l'Union étudiante a sorti un communiqué, là, très récemment, qu'on va vous lire, enfin, qu'on va vous lire en partie, en tout cas, qui relate notamment ce qui est reproché à Hugo Prévost, et c'est des choses, vous allez voir, mais qui s'étalent sur un temps assez long, qui seraient reprochées entre 2020 et 2024. Donc, on va Ouais. vous lire ça, puis on en discute après. Je vais vous le lire, on vous met tout en lien parce qu'on va pas tout vous lire, sinon la vidéo va être chiante. Là, je vais vous lire le Ouais. paragraphe 2 et 3, mais vous pourrez lire le tout chez vous, posé si vous avez envie. Donc, l'Union étudiante nous dit: les témoignages que nous vous avons réunis font état de faits de harcèlement moral et sexuel, de schémas de prédation, faits graves pénalement répréhensibles à caractère sexuel. Ils s'étalent sur une période de 2020 à 2024 et se seraient produits après le départ de Hugo Prévost de l'équipe nationale de l'Union étudiante en mars dernier.
Hugo P. a occupé des fonctions au plus haut niveau hiérarchique de l'Union étudiante et était notamment responsable de la formation des responsables syndicaux jusqu'à son départ. D'une part, sa position a facilité le fait qu'il puisse commettre des violences par l'emprise et la dépendance que celle-ci a générée. D'autre part, ces violences ont justement été commises dans le but de maintenir sa position et les pouvoirs qui y sont associés. À cela Mhm. s'ajoute une organisation de son impunité au sein de notre syndicat et la construction d'une omerta autour des violences commises, empêchant la prise de sanctions à son encontre. Ces violences citées ont notamment concerné des femmes des équipes nationales successives de notre organisation et ont été utilisées comme outils pour asseoir et affirmer la domination d'un homme au sein d'un syndicat. Il a ainsi, d'après les témoignages, et ce de manière répétée, isolé, rabaissé, dénigré et insulté de façon systémique des femmes, avec pour conséquence une atteinte à leur dignité et à leur santé physique et mentale. Ces méthodes violentes ont instauré pour elle un climat de terreur où la peur et l'angoisse étaient structurelles. Ce fonctionnement et ce harcèlement s'inscrivent dans un système déjà dénoncé par le passé à l'UNEF, les témoignages réunis soulignant une volonté de contrôle sexuel et politique des femmes, avec des agissements s'apparentant à des injonctions sur leurs relations intimes et leur manière de se comporter, jusqu'à, selon les témoignages recueillis, une domination physique à travers au moins 2 cas de violence sexuelle. Bon. Donc vous voyez, c'est quand même assez salé, hein, le communiqué de l'Union étudiante. C'est un communiqué très salé et comme vous le voyez, il y a plusieurs choses qui se jouent là. Il y a le comportement individuel on va dire des choses qui seraient de l'ordre du comportement interindividuel, mais qui s'entremêlent en réalité avec sa place au sein de la structure et en fait des méthodes qu'on pourrait appeler des méthodes violentes qui feraient partie des méthodes de management militant au sein de l'organe. Donc, alors, on va pas vous lire tout le reste, mais en gros, je vous résume. Donc, a priori, les accusations sont vraiment sorties courant septembre. Le groupe NFP-LFI a fait un communiqué. Ils se sont réunis. Alors, ils ont été saisis par la commission, leur commission qui concerne les violences sexistes et sexuelles. Ils se sont réunis et ils ont pris la décision de l'exclure du groupe parlementaire NFP-LFI. Et dans la foulée, il y a eu un communiqué de Hugo Prévost. On vous mettra tout en description, hein, si vous voulez aller lire, qui annonce qu'il démissionne de son mandat de député. Il aurait pu être sorti du groupe et décider de siéger en dehors du groupe NFP-LFI, mais il a décidé de démissionner, ce qui veut donc dire qu'il va y avoir une législative partielle dans cette circonscription, a priori, hein, je pense. Tu m'arrêtes, Padu, j'ai pas J'étais vérifié pas au cette info. courant de ça. Je savais pas qu'il avait démissionné de son mandat de député, donc je sais pas. Si, il a Du démissionné, coup, ouais. dans ce cas-là, il est pas remplacé par Bah, par son c'est un peu second, la là, comment ça question que je s'appelle? me pose. Est-ce que c'est son suppléant qui prend la suite sur tout le mandat ou est-ce qu'il y a un nouveau Bon, bref, Je là-dessus, sais pas, désolé, on sincèrement. n'est pas au Je saurais taquet, pas on vous sait dire. pas. En tout cas, il a démissionné de son mandat de député, donc là, il ne siège plus à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, en tout cas, sur son compte Twitter, il a rien publié depuis ce communiqué qui date d'il y a 3-4 jours. Donc, moi, j'ai quand même envie qu'on parle de ça parce que je trouve que ça pose plein de questions, cette histoire-là. Donc, on parle d'un jeune homme, hein, il a 24 ans. Le chat te dit qu'il y aura une législative partielle, hein. Ouais, c'est ça. Donc, il me semble que c'est ça. Donc bon, moi je pense aussi aux militants de terrain qui se sont pris la campagne, qui vont devoir y retourner et tout. Mais bon, c'est aussi une nécessité de prendre en compte ces trucs-là réellement et de prendre acte, hein, vraiment. Qui se sont pris Maintenant, la campagne. En plus de ça, je crois qu'Hugo Prévost, il venait de l'endroit où il a été mis, mais c'était pas là où il militait. Donc en plus, ils ont milité pour quelqu'un qui n'était pas de leur team. Et alors, je sais pas comment eux l'ont vécu, mais moi j'ai entendu beaucoup de groupes, et pas que les filles d'ailleurs, où quand il y a quelqu'un, entre guillemets, de parachuté, bah, ils ont du mal à faire sa campagne parce que eux, ça fait 10 ans qu'ils militent avec leurs camarades qui mettent en avant comme étant leur entre guillemets leur candidat quoi, et ils se retrouvent mm, avec un type souvent qui est un peu parachuté parce qu'il est connu. Là, bon, Hugo Prévost, c'était un syndicaliste étudiant qui se retrouve à un endroit et bah, il se retrouve à faire la campagne pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et là, ils se rendent compte qu'en plus de ça, le mec avait un peu des casseroles au cul qui étaient probablement connu quand même de la plupart des partis, j'imagine, hein, si les partis font bien leur mhm. comment ça s'appelle, enfin qui se renseignent avant, si ça fait 5 ans qu'il a des histoires au cul, je pense qu'il devait quand même à peu près être au courant de ce qu'il en était. Peut-être pas à ce point-là, quoi, mais voilà, il devait quand même y avoir des rumeurs. Et il se retrouve quand même avec ce gars-là qui, au final, démissionne. Ils vont devoir refaire campagne. Donc c'est vrai que c'est pas très très cool, quoi. C'est un peu chaud pour les militants de terrain sur place. Alors moi, des infos que j'ai, en fait, il était de Grenoble au départ, il en était parti depuis un bon moment.
Et du coup, il est revenu, entre guillemets, un peu parachuté, effectivement. Et donc, moi, en fait, j'ai envie qu'on parle de ça. Alors, sur le fond de l'affaire, les méthodes de management brutales, les violences sexuelles, le contrôle sexuel des femmes, etc. Enfin, je pense que tous ceux qui ont déjà entendu mon discours savent que je m'y oppose fermement, que pas du ring aussi. Enfin, voilà, nous, là-dessus, il y a pas de débat. Ces trucs-là, ça ne doit pas passer dans aucune orga. Ça permet de rappeler que aussi dans nos orgas à gauche, on a des problèmes de violence sexiste et sexuelle. Nous sommes dans une société sexiste, d'accord, empreinte de culture du viol. Et donc, il est absolument impossible et dangereux de penser que ça n'existe pas au sein de nos orgas, y compris dans des orgas qui se euh, définissent comme féministes, etc., contre les violences et tout ça. Une fois qu'on a dit ça, moi, j'ai pas envie sur ces histoires-là qu'on reste à un niveau individuel. Parce que quand on lit le communiqué, vous allez voir, on va vous lire une autre partie juste après. C'est un truc qui s'étale sur 4 ans. C'est quelqu'un qui, a priori, était haut placé dans la hiérarchie. C'est absolument impossible qu'il y ait que lui, individuellement, qui se soit mal comporté, sans que l'organisation, la structure, permette en tout cas ce genre de choses. Alors, soit organisé de manière à ce que ça soit possible que ça se passe comme ça, soit sélectionne ses cadres d'une manière où ça va sélectionner ce type de profil-là. Vous voyez un peu l'idée? Et donc moi, sur ces trucs-là, j'aimerais qu'on arrête, qu'à chaque fois qu'il y a un souci comme ça, se dire que crucifier un mec, ça suffit. Alors, encore une fois, moi je pense qu'il Oh doit être là là sanctionné là et là, tout, hein. docteur Zoé défend les Non, non, défend les agresseurs et les non, non, harceleurs mais sexuels. Non mais super, on va moi en clipper, on va clipper. exactement. Non, mais clipper, mais vraiment, moi, je maintiens ça. J'ai énormément de tout le monde sait que je me suis exprimée à de nombreuses reprises sur, Quatennens et sur, la ligne de défense qu'il a eue, que je trouve absolument scandaleuse et cetera. Tout ça, voilà. Mais au-delà de ça, moi, je c'est pas pour pointer, une faute individuelle que je dis ça, en fait. C'est parce que je veux qu'on comprenne le mécanisme général, la structure générale, parce que le but, c'est que ça n'arrive plus. Le but, c'est faire mieux, pour paraphraser, Jean-Luc Mélenchon au soir, du premier tour de 2022. Je trouve que c'est une très belle phrase quand il a dit: «Faites mieux» et donc bah, ça doit nous inciter tous, je pense, à réfléchir à comment on fait mieux quand on a ce genre de problème et donc là, vous allez voir, que, enfin, je sais pas si tu as envie qu'on relise une petite partie du Ouais, 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 mais communiqué? moi j'ai envie de parler de ça quand même un peu parce qu'on lit, on lit, on lit, mais voilà, on peut papoter Ouais. aussi. Mais moi ça m'énerve si tu veux ce truc parce que comme tu dis, il y a quelque chose de structurel et Mmh. autant moi je suis un soutien de la France insoumise, de manière générale depuis 1 an et demi. Je pense que ça se voit, tu vois? Dans pas mal de prises de position. Autant là, tu vises quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire la structuration, des mouvements et notamment de la France insoumise. C'est-à-dire comment ça se fait qu'ils ont sélectionné ce mec-là? Je ne peux pas penser qu'avec, le comité qu'ils ont, un peu les oreilles qu'ils ont un peu partout pour, savoir, quelle personne choisir dans le militantisme, qu'ils n'ont jamais entendu parler de cette histoire. Ça me paraît vraiment très très étonnant, ou alors ça veut dire qu'ils font très mal le boulot, c'est-à-dire qu'ils choisissent un mec au pif, tout le monde sait dans son orga que le gars est pas très clair et ils le choisissent quand même, tu vois. Donc C'est ça. ça veut dire oui qu'il y a des structures qui sont structurées de manière à faire monter ces gens-là et que ça gêne pas tant que ça nos orgas de gauche de sélectionner des mecs comme ça, tu vois. Je pense sincèrement qu'il y a un problème à ce niveau-là, tu vois. Alors oui, c'est bien de choisir les gars qui font un peu le plus de, tu sais, qui ont le bras long, qui ont un gros carnet de, pas d'adresse, mais un gros carnet de relations, quoi, qui sont placés un peu partout. Mais le problème, c'est que ces mecs-là, bah, des fois, ils sont là aussi parce qu'ils ont utilisé des méthodes de management un peu dégueu, quoi. Donc c'est quand même assez condamnable, quoi. Enfin, pas condamnable, mais c'est quand même assez dommage, quoi. C'est pas... on manque aujourd'hui d'une organisation qui arrive à faire monter aussi des gens qui ont une relation un peu plus saine et un peu plus de terrain, même si on va dire, oui, t'es syndicaliste étudiant, euh, que ce qu'il y a aujourd'hui. On fait monter un peu des influenceurs politiques qui passent au final d'être étudiant à être dans les hautes sphères étudiantes à député, un peu en un claquement de doigts, quoi. Ça a tendance à me gêner. Ça a tendance à me gêner. On a Zoé qui bug. Ouais, c'est Bug. bon? Alors attends. Donc Ouais. ouais, j'ai pas entendu tout ce que tu as dit, mais je sais en gros, je connais en gros ta position, donc je vais supputer. Si on doit, mettre juste un petit truc, on va se dire que les législatives, c'était en 3 semaines qu'il fallait trouver des candidats et cetera et donc que ça explique peut-être en partie, entre guillemets «les erreurs de casting».
Mais au-delà de ça, tu vois, tu parlais du syndicalisme étudiant et tout. Je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont militants depuis longtemps, qui ont eu des expériences dans les orgas de jeunesse, faut dire un peu les termes. C'est quand même, moi, pas la première fois que j'entends ce genre de problème. Notamment, alors problème de violence sexiste et sexuelle et tout, c'est partout, hein, vraiment partout. Mais des problèmes notamment de management militant brutal, violent, avec des méthodes de sélection des cadres, etc., qui sont pas éthiques, on va essayer de le dire comme ça, et ça pose après des problèmes sur quel type de profil on sélectionne pour se présenter devant le pays et proposer un projet cohérent qu'on a pour ambition de mettre réellement en œuvre. Encore une fois, hein, si l'objectif c'est de prendre le pouvoir, bah, faut essayer d'être clean au maximum. Et encore une fois, rester sur un truc comme si c'était des problèmes individuels ou juste, avoir une réaction, on va dire, allez, on va faire de la formation, etc. Franchement, alors, les formations violences sexistes et sexuelles, alors moi, je veux bien, hein, enfin, dans le milieu de la médecine, c'est ce qu'on propose de faire, hein, de faire des formations, c'est-à-dire expliquer aux gens, voilà, agresser sexuellement les gens, c'est pas bien, harceler sexuellement les gens, c'est pas bien, etc. Bon, c'est très bien, mais en fait, j'ai envie de dire, dans les organes de gauche, tout le monde connaît ces trucs-là. Enfin, faut être un peu honnête à un moment. C'est pas juste un problème de former les militants individuellement. C'est un problème de structure générale, de comment on structure les orgas, de comment on encadre aussi, tu vois, 2020, il avait quel âge, Hugo Prévost? Il avait 20 ans. Peut-être alors, comment dire? Je fais pas, de l'agisme en trouvant que, moi je trouve ça super, qu'il y ait des militants, très tôt et très jeunes, et au contraire, ça fait de l'énergie dans les luttes, enfin c'est super et tout ça. Mais comment dire? Tu peux pas laisser un gars partir en couille, hein, si c'est vraiment ça qui s'est passé, dans une orga où on le laisse partir en couille, et où peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont partis en couille du coup, hein, enfin il y a peut-être pas que lui. Heu et puis le laisser monter, 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 et le crucifier comme ça d'un coup et se dire que c'est une bonne manière de gérer le truc. Moi, je suis désolée, je pense qu'il y a un énorme problème, on se répète là, mais d'amont, de structure, d'organisation, qu'il faut qu'on réfléchisse, dans les orgas jeunes, dans les autres orgas aussi, et ça m'amène aussi à aller, comment dire? À aller questionner, la réponse punitiviste. Juste Pendant avant que tu l'affaire questionnes Quatennens, ça, ouais. parce que je pense que c'est une question. Il y a quelqu'un qui a posé une question dans le chat qui a peut-être plus de rapport à ce qu'on a dit avant, et la réponse punitiviste, tu pourras la critiquer après. Et Mmh. je pense que ça aussi du sens. Il y a quelqu'un qui met dans le chat, est-ce que c'est pas toute la structure descendante de LFI qu'il faudrait carrément remettre en cause? Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire cette structure, et on l'a critiqué souvent, qui n'est pas un parti comme on a connu avant, donc qui a son intérêt parce qu'il est extrêmement mobile, extrêmement flexible, qu'il a su suivre certains mouvements sociaux quand d'autres ont fait un peu les boomers, quand d'autres partis sont restés en mode oui, mais nous dans les années 60 on faisait comme ça, donc on va faire comme ça. Donc cette structure a de l'intérêt, cette structure gazeuse, mais cette structure gazeuse qui au final est ultra centraliste, centrée sur un petit comité. Et qui choisit comme ça des élus par-ci par-là, des élus dans plusieurs termes, hein, des élus à la fois pour qu'ils soient élus par le peuple, mais des élus par le comité aussi, par le petit comité central qui choisit, comme ça, par exemple, Hugo Provost, en disant, bah lui, c'est Mmh. peut-être un meilleur poulain qu'un autre, parce que bah, le gars en Isère qui se crève le cul à être militant pour la France Insoumise depuis 10 ans, bah, au fond, il n'est pas très connu, il a pas un gros carnet d'adresses, et Hugo Prévost, comme il est à l'Union étudiante, lui, il a peut-être un plus gros carnet d'adresses, et ben du coup, on le prend. Alors, ils peuvent faire la bonne pioche des fois. Par exemple, quelqu'un comme Louis Boyard est une super pioche, je pense. Pour eux, c'est quelqu'un qui a une influence sur Internet, sur les réseaux, machin. Donc, ils ont sûrement bien fait de le prendre, tu vois. Mais parfois aussi, ils vont prendre des gens qui n'ont pas le sérieux d'avoir eu tout un parcours militant. Et, euh, et du coup, ben, c'est peut-être un petit peu bancal ce truc-là, quoi, que ça repose sur quelques individus d'un comité, d'un petit bureau à la France Insoumise, plutôt que sur le savoir-faire militant et la montée de militants de terrain. C'est quand même un problème. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui, à terme, empêche aussi de se structurer au niveau local. Parce que quelle attache il a avec l'Isère? Le mec, il y est peut-être né, mais si le gars, ça fait 20 ans qu'il n'y vit pas, qu'il n'a pas milité là-bas, comment est-ce qu'il va défendre ce territoire aussi, tu vois? Comment est-ce qu'il va pouvoir faire le lien entre la localité et le national? Je ne sais pas, tu vois. Enfin, si tu prends Mmh. que des mecs qui sont des influenceurs ou des influenceurs au sens large, je veux dire, des gens qui ont une influence, que ce soit sur Internet, que ce soit par leur carnet d'adresse et tout, bah, je suis pas sûr que tu vas pouvoir avoir
une structure qui est organique, c'est-à-dire qui permet un rapport entre le local et la représentation nationale, de manière, de manière propre, on va dire. Ouais, carrément. Et bah, le mouvement gazeux a eu probablement sa fonction et son importance, tu vois, à un moment. Notamment, tu vois, quand Mélenchon a en gros, tué le PG qui était dans enfin le parti de gauche. Alors là, je sais pas si ça va parler à tout le monde ces histoires-là, ceux qui s'intéressent beaucoup à la politique, je pense que oui. Les gens, peut-être soit plus jeunes, soit moins intéressés, ça va moins leur parler. Mais en gros, quand Mélenchon s'est barré du parti socialiste, il a créé le parti de gauche qui au début avait une fonction un peu de coalition avec le PCF à l'époque et d'autres orgas, mais la plus grosse en plus du PG, c'était le PCF de très loin, dont ils ont bénéficié aussi de l'ancrage militant, etc. Parce que le PCF, le Parti communiste, c'est un très vieux parti avec pour le coup, un gros ancrage de terrain dans certains secteurs et tout ça. Des liens avec des syndicats, notamment avec la CGT, etc. Et le parti de gauche était en train, bon, moi je vais simplifier le truc, mais je pense de se PSifier un petit peu dans son fonctionnement, c'est-à-dire avec des courants internes, etc. Je pense que ça a participé au fait que Mélenchon flippe un peu et a été créée la France Insoumise qui, comme vous le savez, n'a pas un statut de parti politique à proprement parler. C'est-à-dire que c'est une organisation, on ne peut pas adhérer directement, on ne peut pas prendre sa carte à LFI. Et les structures locales sont organisées en groupes d'action, mais c'est des groupes d'action qui n'ont pas... Alors là, ils sont en train justement de faire un switch, il me semble, hein, là-dessus. Mais qui n'ont pas forcément de local, par exemple, avec, je ne sais pas, un endroit, un local dans, je sais pas, dans le Maine-et-Loire, Vados, ton local, avec ton groupe d'action militant et tout ça. Et donc, ça prend une fonction, d'ailleurs, quand même... Ouais, tu bugs, du coup, ça, du coup, en fait, le truc ralentit, te rattrape au fur et à mesure et reprend tout d'un coup, et du coup, tu accélères. Mais ouais, du coup, ce que disait Zoé, c'est assez juste, c'est-à-dire que la France Insoumise, c'est aussi en partie, alors on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Mélenchon, mais en partie quelque chose qui a permis de shunter le PG, qui était en train de se retrouver avec différentes tendances, différentes choses qui lui permettait d'avoir une structuration un peu plus démocratique, mais qui se bureaucratisait aussi. Donc ça a aussi, ça a aussi des problèmes, cette structuration en partie qui crée après des petits cadres, des choses comme ça. Donc il y a des Ouais. plus et des moins à ce niveau-là, et c'est quelque chose qu'on doit questionner. Mais quand même, ce fait de positionner des gars comme ça, par-ci par-là, partout en France, dirigé par un petit comité, ça donne par exemple ce qui s'est passé avec des gens comme Garrido et Corbière, quoi. C'est-à-dire qu'on les positionne dans des endroits où au final ce n'est pas des militants de là-bas. Et après, ben, des fois, tu as du mal à t'en désapatouiller quand les mecs deviennent, ou les meufs deviennent un peu plus réac ou des choses du genre. Ben, tu te retrouves avec Garrido et Corbière qui sont installés dans des endroits où au final, de fait, ils ne militent pas et ils ont pas d'ancrage de terrain réel, quoi. Donc c'est vrai que c'est problématique, ces choses-là. Imaginons qu'Hugo Prévost, il est tenu 10 ans avec 2 mandats dans l'Isère. Et ben peut-être qu'il était indéboulonnable après dans l'Isère, même si on se retrouvait avec ces histoires de VSS, quoi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a critiqué. Ouais, Zoé, tu nous as récupéré là? Ouais. Ouais, putain, vous avez vraiment rien entendu de ce que j'ai dit, ça a tout buggé? Si, on a entendu pas mal, mais au bout d'un moment, en Bon. fait, t'es un peu en décalé, là, tu bugs, et donc du coup, euh, ça te reprend au fur et à mesure, et au bout d'un moment, ça reprend tout d'un coup, et donc du coup, tu deviens inaudible parce que ça va trop vite, tu vois. Euh, Ah, je suis désolée. Bon, là, j'ai fait des changements, normalement, ça devrait être mieux. ouais, c'est pas incroyable. Ouais. Sinon, coupe ta cam, coupe ta vidéo, sinon, on peut faire ça comme ça, hein. Bon, du coup, voilà, on parlait de tout ça. L'idée, c'était de dire qu'il y a un problème à réfléchir au sein de l'orga. Et là, on parlait de l'AFI, mais encore une fois, on parle de l'AFI aussi parce que c'est le parti principal à gauche, on va dire la gauche de gauche. Que nous, que ce soit pas During, moi, d'autres camarades qui font du contenu avec nous, on a fait leur campagne et qu'on continue de le faire. Moi, j'ai voté France Insoumise au premier tour à chaque présidentielle, depuis 3 présidentielles. Donc, enfin, j'ai voté Mélenchon. C'était pas France Insoumise en 2012, mais c'était PG, Front de gauche en tout cas. Donc voilà, ça nous tient à cœur. C'est précieux qu'on ait un mouvement de gauche qui soit en phase de prendre le pouvoir, qui soit capable de prendre le pouvoir électoralement, etc. Et donc c'est important qu'on réfléchisse à ces trucs-là pour pas que ça foire
parce qu'on veut pas que ça foire, sur des merdes comme ça. Et encore une fois, ça concerne pas que l'AFI. Là, on parlait du syndicalisme étudiant. Ça parle des syndicats en général, ça parle des assos. C'est des questions assez larges et pour, conclure, moi, j'aurais bien parlé de la réponse un peu punitiviste. Ouais, vas-y, vas-y. Pour Adri pour Adrien Quatennens, ça a beaucoup été une ligne de défense, enfin une ligne, notamment de Mélenchon, mais d'autres aussi, hein, du premier cercle, de dire, «Tout le monde a le droit à la réhabilitation, vous pouvez pas, nous demander ad vitam aeternam» quand il a été question de le remettre candidat dans sa circonscription dans le Nord, aux législatives anticipées de 2024. De nouveau, il s'est posé la question de le mettre. On a été nombreux, moi j'en ai fait partie, à s'y opposer. Ils ont parlé de réhabilitation toute la journée. Et donc, il faut qu'on arrive à réfléchir à ça. La réhabilitation, elle doit se faire, elle doit se penser, surtout quand on est de gauche. Mais elle doit se penser dans un contexte où on réfléchit aux bonnes conditions pour pouvoir réhabiliter quelqu'un. La première chose, bien sûr, c'est de reconnaître le problème. La deuxième, c'est de réfléchir à pourquoi le problème est arrivé. Et on ne peut pas dire que ça ne soit que des problèmes de comportement individuel. C'est pas vrai. Surtout là, ce qui est reproché à Hugo Prévost, c'est vraisemblablement des trucs qui touchent à tout leur gars, pas qu'à lui. Et ça veut, comment dire, ça ne le dédouane pas de sa responsabilité dans ce système-là. Mais on ne peut pas juste se dire que c'est des problèmes individuels et des Bah, comportements individuels. c'est ce qu'on a envie de savoir quand même, tu vois, parce que, en fait, qu'est-ce qui lui est reproché? Parce que c'est quand même pas clair, hein, leur truc. Moi, j'aimerais bien savoir exactement, parce que c'est vrai que si c'est du management sexiste, ça rentre évidemment dans quelque chose de structurel. Bah, et tu me diras si c'est des viols ou des choses comme ça aussi, mais si c'est des viols et des choses comme ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus grave et beaucoup plus individualisé quand même sur la personne qui l'a fait, même si évidemment que ça rentre dans un truc systémique aussi. Mais si c'est de type management toxique, sexiste, bah là, c'est toute l'union étudiante qui est à repenser quand même par rapport à ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, bon, tu vois, dans le communiqué, il parle quand même de gestes, d'agression sexuelle, Mm. physique aussi, hein, donc il y a l'air d'avoir les deux. Mais J'aimerais voilà, bien en en fait, savoir plus sur ça, tu vois, savoir ce qui s'est passé réellement, tu vois. ouais, il faut que la lumière soit faite sur les faits, ça c'est clair. Et surtout, il faut, comment dire? Moi, cette espèce d'attitude de penser qu'en fait, en excommuniant quelqu'un, on va extirper le truc comme si c'était une sorte de virus, tu sais, qui infectait des gens et que, on pouvait mettre un vaccin, enfin, tu vois? Et qu'en en éradiquant la personne, on extirpe le virus du corps, comme si c'était un truc extérieur à lui. Ça permet encore une fois de ne pas penser la structure qui génère ces comportements, de ne pas penser la structure qui sélectionne certains types de profils, de ne pas se poser la question de comment ça se fait que ça arrive et comment on fait pour que ça n'arrive plus. Et là, pour ceux que ça intéresse, moi je vous conseille vraiment d'aller lire, le livre d'Elsa Decmarceau, qui est une militante dans des milieux, queer LGBT et qui a écrit tout un livre, édité à La Fabrique. Alors attends, là, je suis en train de taper son nom parce que, le titre du livre, m'échappe là tout de suite et Fais gaffe, une je recherche vais Google, ça l'avoir dans pourrait faire une minute. bugger ton PC. Bah, ouais. Faire justice, ouais, c'est ça. Faire justice, moralisme progressiste, et je vais avoir la suite bientôt. En gros, moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes. C'est un livre édité à La Fabrique extrêmement intéressant. Alors, elle parle d'un milieu particulier qui sont des milieux queer, LGBT, dans lesquels avoir recours à la justice et à la police quand il y a un problème, c'est compliqué, notamment parce que, quand on est dans des groupes sociaux qui sont déjà ciblés par la police ou par la justice, on n'a pas forcément envie de faire appel à eux et parfois à bonne raison, mais aussi parfois par militantisme, on va dire, anticarcéral, voilà, anti-punitiviste, et cetera. Et elle a réfléchi à comment on fait quand, au sein d'un collectif militant, il y a un problème, de cet ordre-là ou même d'autres ordres, hein, et quand il y a des phénomènes, comment on gère entre la dénonciation publique, le fait de réfléchir à l'organisation elle-même, à qu'est-ce qui a pu générer ça, et cetera. Et elle a fait des entretiens sur YouTube. Elle a fait notamment, alors elle a fait un entretien avec Judith Bernard. Moi, je vous les conseille tous, mais je vous conseille particulièrement celui qu'elle a fait avec Cassandre, où ils sont invités par l'éditeur. L'entretien est très intéressant et vraiment lisez son bouquin parce que ça fait réfléchir sur ces questions-là. Encore une fois, à essayer de ne pas rester que dans le punitivisme pur, mais à réfléchir au, au problème global. Et encore une fois, ça ne doit pas être un moyen pour les mecs qui sont accusés de ce genre de truc, de se cacher derrière leur petit doigt et de dire: «Oh ben oui, mais moi en fait, j'ai fait de la merde, mais c'est pas grave parce que quand même,
on est la gauche et qu'on veut la réhabilitation et que s'il vous plaît, réhabilitez-moi. Les copains, en fait, on se réhabilite quand on fait en sorte de ne plus faire de la merde. Et puis ça dépend aussi du type de merde que tu as fait, hein. Il y a des trucs qui font qu'il y a plein de militants qui peuvent avoir le droit de ne plus passer du temps avec toi aussi, hein. C'est autorisé. Donc voilà, mais c'est vraiment des questions qu'il va falloir qu'on se pose à gauche de manière un peu plus profonde et un peu plus poussée que juste on va faire de la formation et puis les méchants, ils sont méchants d'être méchants et donc nous, on veut pas de méchants chez nous, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Voilà, en gros. Ouais, et puis, comme tu dis, il y a ce truc de virus qui touche des individus, sans volonté parfois ou même des fois en voulant mettre sous le tapis les structures qui causent tout ça. Moi, je vois ce cas avec, quelqu'un comme, par exemple, Sofia Chikirou, qui est quand même souvent mise en lumière pour étant quelqu'un qui, est un petit peu autoritaire, on va dire, qui peut être dans le management toxique ou dans des trucs comme ça. Et tu as plein de militants qui vont pas en parler. Pourquoi? Parce que ce serait attaquer la FI de parler de ça. Alors que le but, moi, je la connais pas, tu vois. Ça se trouve, elle fait du très bon taf dans plein de trucs. Mais tu peux quand même critiquer un petit peu le côté autoritaire de quelqu'un en disant que quand tu veux une société plus apaisée, plus démocratique, que tu veux le progressisme et tout, tu dois pouvoir aussi critiquer ces comportements-là. Et encore une fois, le problème, c'est que tu as l'impression que si tu critiques ça, si tu critiques ça, tu es contre à moitié le parti, que ce soit la France Insoumise ou d'autres. Et par contre, il faut mettre au banc et complètement crucifier un type s'il va trop loin. C'est-à-dire que s'il est juste toxique, il faut pas en parler, mais s'il est toxique et puis que d'un coup, c'est un peu trop loin, que ça se judiciarise et puis que en fait, ça passe sur BFM TV, là, le mec, faut le virer, tu vois. Il y a aucune pensée, tu vois, qui est entre deux, c'est-à-dire de remettre en question ce système, parce que c'est pareil, Chikuru, elle fait aussi partie d'un système qu'il a sélectionné pour être ici, parce qu'elle a une utilité aussi à être comme ça, tu vois. Enfin, bref, il y a besoin d'une réflexion, et on est quand même bon pour ça normalement à gauche, qui est une réflexion qui remet en cause les structures plutôt que de remettre en cause les individus, tu vois. Le truc, c'est pas de rien dire sur Shikiro, et puis d'un coup, si un jour on apprend que elle a mis un peu trop la pression à quelqu'un, et puis qu'il s'est passé un drame, bah dire il faut virer Sofia Chikiro, tu vois, c'est complètement débile comme truc. Et pourtant, aujourd'hui, on est dans ces schémas-là, c'est-à-dire dans des schémas de rien dire, de rien dire, de rien dire, de dire bah c'est très bien, machin, il fait du bien à l'organisation, même s'il est dans un management toxique. Et puis le jour où le gars va trop loin, ou la meuf va trop loin, ou je sais pas trop quoi, de le crucifier, tu vois. C'est vrai que ça n'a aucun sens comme truc. Exactement. Et rappeler aussi que la critique est saine. La critique est saine au sein d'un groupe, au sein d'une orga. C'est important de pouvoir se dire les choses. C'est important de pouvoir se dire quand on déconne aussi. Et il y a Bien peut-être sûr. ça à interroger. Est-ce qu'on est dans des endroits où on a l'espace pour pouvoir se dire là, tu déconnes. Et quand je parle de critique saine, je parle pas de aller à dans les médias À vendus à la Frontière, droite, etc. aller à Ouais, CNews et ouais, ou cracher même. sur un gars de la FI, oui, ça n'a aucun sens. Exactement, ou même aller chez BFM, etc., qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on crache sur le principal parti de gauche et leur servir exactement ce qu'ils servent. Ruffin a fait ça un peu, hein, tu vois, aller parler de contrôle aux faciès, enfin, tu vois, de tractage aux faciès, etc., en servant exactement ce que les médias de droite ont envie qu'on leur serve, pour soi-disant pouvoir faire une critique légitime et tout. Enfin, moi, je parle pas de ça. Je pense qu'il faut qu'on puisse se parler entre nous. Il faut qu'on puisse parler des débats qu'il y a. Alors, je dis entre nous, moi, je suis pas à la FI, hein. Mais entre militants de gauche dans toutes les orgas. Et là, encore une fois, on parle pas que de LFI, on parle de toutes les orgas. Les assos, les collectifs, les syndicats, etc., etc. Il faut qu'on puisse se parler entre nous. Il faut aussi qu'on puisse rendre public les discussions qu'on a entre nous sur ces trucs-là. C'est sain, tu vois. Mm. Et c'est Mais important. Et critique ne vaut pas cancel. C'est pareil, tu vois. On peut dire, camarade, là, t'as fait de la merde, sans forcément que tu sois cancel à vie. Et encore une fois, ça dépend du niveau de ce qu'on reproche. L'injure sexiste n'est pas la même chose que le viol. Voilà, enfin, évidemment, quoi, bien sûr. Mais tu vois, il y a Mais quelqu'un voilà. dans le chat qui dit la critique en interne, je crois bien qu'il y en a. Mais en fait, bon, il y a forcément de la critique en interne partout. Mais Mais c'est évidemment, pas oui. possible, vu la structure de la France Insoumise, qu'il y ait une critique saine en interne. Parce que quand la structure choisit les élus par le haut, à partir d'un petit groupe, ça crée forcément des gens qui sont hypocrites, c'est-à-dire hypocrites au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'ils sont hypocritiques, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne critiquent pas assez parce que, bah attends, si tu commences à cracher sur un des types qui est le seul à pouvoir te sélectionner en tant qu'élu, machin, bah tu peux pas le faire, tu vois. Et donc, pour avoir un mouvement sain, il faut penser la structure. Et il y a qu'en pensant à la structure que tu peux avoir une critique en interne qui soit saine et qui peut aboutir à avoir une démocratie aussi dans un parti à terme, tu vois.
Mmh. Et par ailleurs, pour leur mettre un petit point positif quand même, dans les investitures qu'il y a eu, aux législatives, de 2024, il y a eu des profils hyper intéressants. Mmh. Heu Ali Sabrina Ali Diouara, par Benani, exemple. Ouais, Sabrina Ali Benali, Ali Raphaël Diouara, Arnaud. Raphaël Arnaud, Amel Bentounsi, Mmh. Lyes Loufoque. Alors les 2 derniers n'ont pas été élus et c'est une grande tristesse pour moi parce que vraiment je trouve que c'est des militants, incroyables. On remet vite fait, hein, Amel Bentounsi, celle qui a monté le collectif, Urgence Notre Police Assassine. Lyes Loufoque, qui est un militant, pour les droits des enfants, qui est, un homme qui est passé lui-même par, l'aide sociale à l'enfance et cetera, qui a lui-même vécu des violences et qui est extrêmement actif pour les droits des enfants et particulièrement les droits des enfants placés, mais pas que. Voilà, et ça, moi je trouve que c'est super d'aller chercher ces profils-là, mais il peut pas y en avoir une petite dizaine qui font ça et à côté des trucs comme ça, c'est trop dommage, quoi. C'est du gâchis. Voilà, à mon avis, c'est du gâchis. Et, euh, et voilà, bref, Et c'est trop c'était un dommage petit que ça moment de repose sur réflexion. la volonté d'un petit groupe, encore une fois. Bah ouais, Parce que, bah ouais. heureusement, parce que là, on critique un peu, la structuration de la France Insoumise, mais heureusement, ce petit groupe, en général, fait les bons choix, quand même. Et c'est pour ça aussi qu'on le soutient, c'est que, Jean-Luc Mélenchon et ce qu'on appelle un peu son premier cercle, parfois, Bompard, Vanier, tout ça, en Mm. général, ils font des choix qui sont tout à fait corrects, tu vois? Et qui Oui, sont plus progressistes que la majorité des partis. Et c'est oui, oui, vrai clairement. que le fait, de ne pas avoir une structure bureaucratisée comme dans d'autres partis a permis à la France Insoumise d'être plus progressiste que d'autres partis. Donc il ne faut pas leur enlever ça et je pense qu'il y a une vraie réflexion notamment de Jean-Luc Mélenchon par rapport à ça, d'en finir avec les Ouais. partis bureaucratisés, notamment le pire étant le PS, où tu ne Oui, peux rien faire sans devoir te mettre dans la poche des gars genre Cazeneuve et genre Hollande qui font qu'en fait tu ne peux rien faire. Parce qu'en fait tu peux rien faire de social avec ces mecs-là, tu peux rien faire de gauche avec ces mecs-là. Donc il y a tout un aspect théorique et structurel qui est intéressant à la France Insoumise et qui a été pensé, je pense, par Jean-Luc Mélenchon pour ça. Mm, Mais mm. de fait, ça crée d'autres problèmes, notamment des problèmes de critique interne, des problèmes du fait que c'est bien d'aller chercher Amal Bentounsi et Elias Loufoque, mais comment ça se fait que la structure n'est pas faite pour sélectionner ces gens-là sans que ça repose sur un bon samaritain comme Jean-Luc Mélenchon qui va dire allez, on sélectionne Elias Loufoque, tu vois. Comment ça se fait que ça doit venir par le haut et que si demain Jean-Luc Mélenchon eh ben, il devient un peu trop vieux, qu'il peut plus trop être en politique par exemple et qu'il est remplacé par d'autres, ce petit groupe peut très bien faire le choix de ne pas sélectionner Elias Loufoque mais de sélectionner quelqu'un d'autre qui a un plus gros carnet d'adresses ou des choses comme ça, tu vois. Et ben ça c'est gênant et ça doit être pensé en tant que tel et on ne peut pas ne rien dire parce que la France Insoumise est attaquée. Alors évidemment, comme tu dis, on va pas le dire sur CNews, on va pas le dire 2 jours avant l'élection présidentielle, mais de fait, c'est problématique. C'est ça. Donc voilà, bref, faites mieux, a dit Jean-Luc. Donc réfléchissons à comment on fait mieux, comment on arrive à penser, à dépasser, à prendre acte des problématiques qui peuvent se présenter et à aller penser au-delà du cas individuel, de la condamnation morale qui, encore une fois, qu'on partage, hein, enfin, qu'on soit très clair. J'espère que cette discussion vous en concluez pas qu'on trouve que c'est pas grave ce qui est reproché à Hugo Prévost. C'est grave. Et c'est bien qu'il ait démissionné, mais qu'est-ce qui a amené à ça? Comment on fait pour pas avoir 2 Hugo Prévost par an, les 20 prochaines années, quoi? Voilà, c'est ça la Mm. question. 2 Hugo Prévost par an, avec 1 sur 2 qui est viré et 1 sur 2 qui est réhabilité parce qu'il a le droit à la réhabilitation, parce qu'en fait il est plus proche de certains que d'autres, tu vois aussi. Exactement. Bon, et sur ce, on vous invite, comme d'habitude, à nous dire ce que vous en avez pensé. On vous invite aussi à donner sur le Tipeee, à vous abonner au Twitter de Dr Zoé, Zoé-, à vous abonner à la chaîne principale et à la chaîne secondaire. Et sur ce, on vous dit à plus.